Bonjour à tous, vous retrouverez ici un petit extrait de mon live, puisque j'ai décidé de faire des petites pastilles sur chacune de mes reviews. Enjoy! On va passer à l'épisode 5 d'Ultimate Spider-Man, toujours par la même équipe, Hickman, Keketo. J'en ai déjà parlé, effectivement, comme je disais, mercredi avec d'encre de bulle, et j'écoutais avec attention le live hier d'Antou et de G, pour voir un petit peu tous les avis, et surtout prendre du recul sur la lecture, et voir comment ça se décante et comment il y a des choses qu'on n'avait pas vues et que certains nous expliquent, des choses qu'on voit a posteriori, des choses qui mûrissent au sein de notre esprit et qui avancent. Cet épisode, d'ailleurs j'ai dit que c'était quelque chose, c'est n'importe quoi, hein. C'est Messina au dessin. Il faudrait que je change. C'est David Messina au dessin. Peut-être parler du dessin. Si David Messina se débrouille plutôt correctement sur cet épisode, il y a quand même une scène d'action, à un moment donné, qui est extrêmement mal faite. Alors, je pense que ce dessinateur, je sais pas si ça fait longtemps qu'il est dans le métier, mais va gagner, je pense, à produire, à s'entraîner à faire des scènes d'action pour que celle-ci soit plus lisible et plus impactante. La seule scène d'action de l'épisode, je me suis dit, mais c'est pas possible. Ça fonctionne pas. Et c'est, alors j'ai pas lu, j'ai dû lire l'un après l'autre, hein, l'Ultimate, puis l'Amazing, et l'Amazing, puis l'Ultimate. Et c'est vrai que la différence d'expérience entre les deux dessinateurs, alors certes on va me dire, ouais, Matt Guinness, ça fait au moins 20 ans qu'il est dans le circuit, mais le dynamisme des combats de Matt Guinness est là. Et Messina, pas encore. Je pense qu'il doit vraiment travailler sur cette partie-là. Sur le reste, je trouve qu'au niveau des découpages et autres, bah, il se débrouille plutôt pas mal. Il se débrouille plutôt pas mal sur cet épisode. Et franchement, c'était un bon épisode niveau dessin. Au niveau de l'histoire, spoiler alert, cette cover est totalement mensongère. Voilà. Je vais le dire clairement. Cette cover est totalement mensongère. C'est d'ailleurs un petit peu le souci, c'est que globalement, elles sont toujours mensongères, à part celle du 3, des covers de Ultimate Spider-Man, ça va pas, quoi. En fait, cet épisode va être construit de manière différente de tous les autres jusqu'à présent. On avait en chaque début d'épisode la notion de temporalité, avec le mois qui est affiché. Disons voilà, April, hop, on avait le mois et après on avait l'action qui se passait. Ce qui nous laissait toujours des ellipses entre chaque épisode. Cet épisode est monté à l'envers, d'une certaine manière, puisque la notion du mois va arriver tout à la fin. Donc on a finalement un épisode sur sa construction et sur son récit qui est flashback. Un épisode flashback qui va permettre de compléter chacune des parties et de voir un petit peu mieux ce personnage d'Harry qui est le personnage central de cet épisode et qu'on a découvert finalement de manière plus posée avec l'épisode 4. Donc là, on a toutes les informations qui nous manquaient. La relation avant la catastrophe entre Norman et son fils. On a également toutes les actions qu'ils vont faire pour arriver à la situation où on le voit à l'épisode 3 puis à l'épisode 4. On a cette discussion entre Peter et Harry qui nous manquait. On a également des choses qui sont écrites et on sait que c'est arrivé, mais on n'a pas encore toutes les clés. Ainsi, mini spoil, à un moment donné, il va y avoir un ordinateur qui va être hacké. Hacké, je ne sais pas si le terme est bien choisi, vu avec la facilité avec laquelle la personne va trouver le mot de passe, mais un ordinateur va être ouvert, et dans cet ordinateur, on va pouvoir voir un certain nombre de dossiers qui vont reprendre des informations liées au maker, liées à toute ce conseil de l'ombre, d'une certaine manière, et surtout avec des projections sur l'avenir. Ça, je ne sais pas dans quelle mesure ça va être exploité par Hickman et à quelle vitesse ça va être exploité par Hickman, mais là, je dis, il y a des choses qui sont comme ça un petit peu subtilement indiquées et qui vont avoir une importance. En tout cas, j'espère qu'ils vont avoir une importance. Donc plein de petits secrets, plein de sources de réflexion aussi, des choses qui m'ont rappelé dans une certaine mesure des events passés. Je sais que j'ai pas été très clair hier sur le live d'Anto par rapport à ça, mais en fait, ce qui va se passer, c'est qu'à un moment donné, on va avoir une carte
de la technologie Stark activée. Et cette carte, en fait, va très vite évoluer pour qu'on ait de plus en plus de points, disons que la technologie Stark est activée. Ce qui, pour ma part, m'a fait penser à la guerre des armures. Voilà. Dans la guerre des armures, Stark découvre que sa technologie est utilisée par des super vilains et ou autres d'ailleurs, hein, par un peu tout le monde. C'est aussi cette ligne que va franchir Tony au cours de cet arc, très connu et assez culte. Et je me suis demandé dans quelle mesure on n'allait pas avoir un petit peu cette trame scénaristique en disant voilà, il y a la technologie Stark qui a été diffusée un peu partout. Est-ce qu'il faut la récupérer? Est-ce qu'il faut la contrôler? Est-ce qu'il faut savoir qui l'a eu? Est-ce qu'il mérite de l'avoir ou pas? Et je me suis demandé comment ça allait être traité en fait. Est-ce que ça va être juste une information pour dire voilà, en fait, il y a une explosion de technologie, ou ça va être autre chose, vraiment quelque chose qui va pousser vers un arc, vers une trame scénaristique. J'attends de voir ce qu'Hickman va nous proposer à ce niveau-là. Ou est-ce que ça va être repris par la future série Ultimate? Je ne sais pas. Donc en fait, il y a pas mal de petites choses comme ça dans cet épisode. Et pour moi, cet épisode est un bon épisode de par tous les liens qu'il va pouvoir faire avec les anciens. Et surtout, il va rehausser l'intérêt général. C'est-à-dire que pour moi, on était dans des épisodes où il se passait des choses de manière décorrélée. Là, on fait le pont entre chaque partie. Le fait de faire le pont va rehausser l'ensemble. Maintenant, charge à Hickman et Keketo, qui sera sur le retour, de finir cet arc de manière cohérente et avec un cliff qui va nous permettre d'aller vers la suite. Voilà. Ce qui est d'ailleurs en termes de construction, je suis un peu étonné de la construction qui est faite. Je m'explique. A priori, Keketo va être là aussi pour l'épisode 6, l'épisode 7 et l'épisode 8. C'est ce que j'ai vu. Alors, je sais pas, à confirmer. Mais s'il est présent 3 par 3, est-ce qu'il n'était pas plus simple de construire son intrigue autour de la présence de son dessinateur pour pouvoir montrer certaines parties? Voilà. D'une certaine manière, avec le Messina, c'est ce qui s'est passé. On a 2 épisodes de dialogue, finalement. 2 épisodes qui nous permettent à la fois l'épisode 4 et l'épisode 5, de voir un peu plus les personnages et les trames scénaristiques, ou en tout cas les subplots qui existent. En tout cas, ça a été un bon épisode. Je dirais que ça m'a presque réconcilié, parce que pour le moment, je trouvais ça très très lent. Ce que j'avais dit sur la review du 4e épisode, je trouvais ça très très lent en fait. C'est Ultimate Spider-Man. Il se passait pas grand chose. La temporalité réaliste me posait beaucoup de problèmes. Là, on revient, on casse cette temporalité, on la refait. Alors, après, est-ce que c'est un aveu d'échec de casser finalement cette trame ou pas? On va voir. En tout cas, je pense que beaucoup vont l'attendre au tournant maintenant, qui nous a donné un peu plus à manger, et voir comment ça va être suivi sur l'épisode 6.